Bienvenue dans la troisième saison de Spill. En anglais, Spill signifie se répandre, c'est exactement l'esprit du concept, répandre les talents, les voix, les histoires. Spill, c'est un espace où on accueille des artistes, des créateurs, créatrices, des passionnés, des entrepreneurs, mais aussi des personnes qui viennent parler avec sincérité de leur parcours, de leurs doutes et de leurs visions. L'idée, c'est d'inspirer celles et ceux qui nous écoutent et peut-être leur donner envie, à leur tour, de se lancer. Aujourd'hui, on reçoit un boxeur qui, lui, a choisi une autre voie, pas celle des projecteurs, pas celle du buzz, mais celle du travail, du silence, de la régularité. Salut David, comment tu vas ? Ça va très bien, merci, et toi ? Super. Donc, tu fais partie des sportifs qu'on ne voit pas énormément, et pourtant, ton parcours est solide. Est-ce que ça a toujours été un choix de rester discret ou juste c'est ta nature ? Ouais, c'est ma nature déjà. Je suis quelqu'un de... Étant jeune, j'étais très très timide. Après, on va dire, avec la boxe, j'ai réussi à devenir un peu plus sociable. Mais j'ai toujours eu une base timide. Et voilà aussi le fait de vivre en province par rapport à la région parisienne, on est vite effacé du système. Je parle en termes de boxe. Dans les autres sports, je connais pas trop, mais dans la boxe, quand tu restes pas dans la région parisienne, on t'oublie très vite. Parce qu'aujourd'hui, dans le sport, on a presque l'impression que si tu ne te montres pas, tu n'existes pas. Tu ressens ça, toi ? Ouais, après, c'est l'ère des réseaux sociaux. Hein. Maintenant, tu es obligé d'exploser sur les réseaux pour réussir un peu dans le monde du sport. Après, il y a toujours des exceptions, mais ouais, faut réussir sur les réseaux, faut se montrer, faut montrer autre chose que le sport. Et moi, j'ai pas envie. Parce que généralement, quand on parle de toi, on parle souvent d'une boxe intelligente. Moins spectaculaire, peut-être, mais très efficace. Toi, tu la définirais comment, ta boxe ? Ouais, une boxe intelligente, je sais pas, mais une boxe calculée, dans le sens où je vais pas dénigrer les autres sports, mais on fait pas du ping-pong. Là, c'est de la boxe et c'est dangereux. Quand on est sur le ring, malheureusement, on met notre vie en jeu. Et j'ai pas envie que mes enfants ou mes parents me voient, tu vois, sur un fauteuil roulant ou allongé à l'hôpital complètement à la rue. Donc, faut boxer intelligemment, faut essayer de prendre le moins de coups possible. Et puis en plus, c'est ce que je sais faire. Il y a d'autres boxeurs comme Mike Tyson et tout, ils aimaient la bagarre et ils savaient le faire. Moi, je sais pas le faire, donc j'essaye de boxer avec mes atouts. Tu préfères gagner proprement ou plutôt impressionner ? Non, proprement. Le but, c'est de gagner. Après, vaut mieux gagner chaque combat toujours à la limite que gagner beaucoup de combats haut la main et perdre les autres par KO et finir dans un sale état. Tu combats souvent avec anticipation. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu avais déjà dans la vie de tous les jours ? Non, pas particulièrement, mais après, je pense que l'anticipation sur le ring, c'est grâce aussi à l'expérience. J'ai commencé la boxe à 4 ans et demi. J'en ai 35, donc il n'y a pas beaucoup de boxeurs de mon âge qui ont 30 ans d'expérience. Donc maintenant, chaque combat, je sais un peu ce que l'adversaire va vouloir produire ou réaliser. Et tu penses qu'être respecté par les connaisseurs, ça vaut plus qu'être connu par tout le monde ? Oui, carrément. Après, c'est bien d'être connu par beaucoup de monde, mais il faut le vouloir. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Après, y en a qui veulent devenir très très connus et ils n'y arrivent pas non plus, tu vois. Donc là, tu peux avoir des regrets ou te remettre en question. Moi, je me remets pas en question parce que je cherche pas à être connu. Quand je marche dans la rue et que quelqu'un me reconnaît pas, ça m'arrange. Moi, j'ai pas envie toute ma vie, on m'a parlé de boxe. À chaque fois, ça a toujours été alors c'est quand le prochain combat, alors ce truc. Moi, ça me prend la tête, tu vois. Moi, j'aime bien que quand je croise des amis, ils me parlent, mais pas par rapport à la boxe. Si demain,
J'ai des personnes qui s'arrêtent ou même que je côtoie tous les jours, ils vont me parler que de boxe. Et le jour que j'arrête la boxe, du coup, ils vont plus me parler. Donc c'est pas réellement des amis, tu vois, ou ni des potes. Moi, j'ai envie qu'on m'aime pour ce que je suis, pas pour le boxeur. Et généralement, quand on parle de la boxe, on parle du physique, mais le mental aussi, c'est énorme et très important. Et qu'est-ce qui est le plus dur pour toi aujourd'hui, le combat ou tout ce qu'il y a autour? Non, c'est tout ce qui est autour. Une préparation d'un combat, à mon niveau, c'est 3 mois de prépa, 3 mois de régime, 3 mois de entre 12 et 15 entraînements semaine, 3 mois où tu vas rentrer à la maison le soir, tes enfants, tu vas jouer avec eux parce que t'étais trop fort aujourd'hui, le lendemain ils vont vouloir jouer avec toi, mais t'étais trop nul, tu vas être énervé. Ça veut dire que tu deviens bipolaire, quoi. Tu passes par des phases sombres, un coup t'es joyeux, un coup t'es énervé, tu sais même pas pourquoi. C'est tout ce qu'il y a autour du combat qui est compliqué. Parce que je t'ai dit, dès que moi il y a un combat, souvent en plus les derniers c'était au Zénith, donc c'est vers chez nous. Les gens, tout le monde est au courant. Si tout le monde est au courant, tout le monde va t'en parler. Alors t'es prêt pour le Zénith alors je suis prêt pour le Zénith. Si je boxe dans une semaine, il faut que je sois prêt. Si je suis pas prêt, je boxe pas, tu vois. Mais c'est toujours la même chose. Donc c'est vraiment le combat en lui-même. C'est justement la cerise sur le gâteau. Mais tout ce qui est en amont, c'est le plus dur. Et comment tu fais un peu pour pas vraiment te déconnecter, mais réussir à faire la part des choses et à gérer tout ça? J'ai cette faculté je pense jamais à la boxe. Après, c'est un bien ou c'est un mal, ça dépend des personnes. Moi, par exemple, je regarde jamais un combat de boxe. Je regarde jamais les actus de boxe. J'aime pas qu'on me parle de boxe. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, si tu me parles et que tu me connais pas, mis à part mon nez, tu vas pas savoir que je suis un boxeur. Et je pense jamais à la boxe. Donc je vais être avec mes enfants ou avec ma femme ou avec mes amis et je parle jamais de boxe. Je pense jamais à ça. Même quand je me couche la veille du combat, je pense pas à ça. J'arrive vraiment à m'éloigner de tout ça. Et je pense au combat quand j'arrive dans la salle. Mais sinon, j'en ai rien à secouer de la boxe. Donc je suis pas toujours à ruminer dans ma tête. Ouais, le combat, ça va être comme ci, comme ça. Donc j'ai un stress en moins déjà. J'arrive vraiment à me détacher de tout ça. Tu parles souvent du fait que tu es père de famille. Est-ce que ça a changé ta manière de voir la boxe? Ah oui, ouais, sur plein de choses. Déjà, tu boxes plus pareil, tu boxes plus pour la même chose. Quand t'as pas d'enfants, tu cherches à te prouver à toi-même, tout ça. Là, quand t'as des enfants, tu fais attention tu te poses pas les mêmes questions, en fait. Le dernier combat en Australie, j'ai vraiment eu des questions où je me dis, putain, s'il m'arrive une couille, je suis obligé de rester 3-4 mois là-bas parce que j'ai pris un mauvais coup. Je pensais pas à moi parce que moi, je m'en tape, mais je dis, putain, les petits, ils ont 7 et 4 ans, ils vont rien comprendre. On dirait, papa, il revient quand, truc, nan. Donc à la fin, tu te poses des questions. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer ce sport au détriment de pouvoir leur apporter de la peine, tu vois? Donc, faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que comme maintenant que tu as beaucoup plus de responsabilités, ça te donne plus de force ou par moments ça t'arrive d'être un peu freiné? Bah, dans les moments durs, on va dire que ça te donne de la force, tu vois, parce que tu penses à eux et tu te dis que faut leur montrer l'exemple. Rien n'est facile dans la vie. Mais d'un autre côté, tu te dis aussi, franchement, avec une droite que je vais prendre dans la gueule, je peux mettre, on va dire, toute la famille dans la merde. Parce que d'un côté, tu leur amènes quand même à manger grâce à la boxe, mais d'un autre côté, si tu prends un mauvais coup, ça se peut qu'ils voient plus leur père, tu vois. Donc, tu jongles des deux côtés, en fait. C'est compliqué.
Et t'as déjà eu envie de tout abandonner, juste rentrer chez toi? Ouais, une fois par an. une, ou, une ou deux fois par an. Ça m'est arrivé plein de fois. Je dis, ouais, j'arrête, c'est bon. Et j'en ai marre de ce sport. Et puis après, tu retrouves la motivation, voilà, ton entourage qui te parle, et puis après, tu as ça dans le sang un peu, tu vois. Je t'ai dit, moi, j'ai connu que la boxe comme sport. C'est-à-dire, déjà d'une, je sais faire que ça. Et, euh, et voilà, je pense m'arrêter quand j'aurai vraiment un déclic. Là, des fois, ça m'arrive, je suis fatigué, prends la tête ce sport. Mais j'ai pas le vrai truc de me dire, paf, aïe, c'est terminé, on tourne la page. Mais j'y arrive, hein. C'est encore un an ou deux maximum. Et donc, on peut voir que tu as eu de nombreuses opportunités, notamment à l'international. Mais toi, tu as fait le choix de rester ici. Pourquoi? Bah déjà, ouais, quand j'étais en équipe de France en amateur, on m'avait proposé de vivre à l'INSEP. C'est l'Institut national où il y a toutes les équipes de France qui vivent là-bas. Donc le judo, l'athlétisme. Et ça m'intéressait pas parce que là-bas, en fait, tu penses qu'au sport. Et pour nous, bah, la boxe. C'est-à-dire que le matin, tu te réveilles, tu vas à l'école, après tu vas à la boxe, tu manges, tu retournes à l'école, tu retournes à la boxe. Et c'est ça toute l'année. Et moi, ça m'allait pas. Je voulais m'entraîner à ma façon. Quand j'avais pas envie d'aller à l'entraînement, je n'y allais pas, tu vois, quand j'étais dans le coin. Donc, j'avais pas envie qu'on m'impose des choses. Et puis, peut-être que ma carrière, sûrement même ma carrière a été différente, mais je pense avoir fait le meilleur choix psychologique parce que j'aurais fini par vriller en étant plus ou moins enfermé dans un centre sportif comme ça. Et quand je suis passé professionnel, après j'ai eu des opportunités aux États-Unis aussi. Et c'est toujours pareil, tu vois, j'ai pas voulu parce que pas envie d'être éloigné de ma famille, tout ça. Je suis très famille et voilà, je trouve qu'on a une belle région ici. Je suis ancré dans la région nazarienne depuis que je suis né, donc voilà, je suis bien ici. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à réussir ailleurs, mais toi, tu décides du coup, comme tu disais, de rester en fait vers Saint-Nazaire. Et est-ce que pour toi, c'est une réussite? Ouais, c'est une réussite parce que j'ai réussi à faire de grandes choses en restant dans mes convictions et dans mes idées. Et j'ai mis l'accent sur le bien-être mental parce que je sais que j'aurais pu peut-être physiquement et en termes de boxe exploser plus vite ou encore plus loin à l'étranger, mais j'aurais vrillé mentalement. Pas voir mes amis, pas voir ma famille. J'ai besoin de me sentir chez moi et il n'y a que dans ce coin-là. Après, il y a des personnes des amis en boxe qui ont réussi à partir à l'étranger et qui ont réussi parce qu'ils ont cette faculté. Moi, je me connais, je pense que c'est pas fait pour moi. Si par rapport au fait que tu es de nature un peu timide, comme tu le disais, est-ce que le fait que tu t'es pas vraiment mis dans le trash talk, comme on dit, ça aurait pu avoir un impact différent? Ouais, carrément. Ça aurait attiré plus de télé. Qui dit plus de télé dit plus de personnes sur les réseaux, plus de sponsors, plus d'argent. Ça aurait changé en bien ou en mal ma vie, mais comme je le dis toujours, faut aimer le faire et faut savoir le faire. Et moi, j'aime pas le faire et je sais pas le faire, donc autant pas le faire. Donc, mais après, je respecte encore une fois, je respecte les boxeurs parce que c'est souvent dans le sport de combat qu'il y a ça. Je respecte les gens qui le font parce que franchement, faut oser parce que si derrière tout ça tu perds, t'as le revers de la médaille, il est horrible. Donc faut
Voilà, faut oser. Après, je pense que moi aussi, comme je te dis, j'ai une part de timidité et c'est aussi l'éducation que j'ai eue. Tu vois, mes parents étaient ouvriers au chantier, tout ça. Ça veut dire que dans l'éducation, c'est travail. En gros, ferme ta gueule. Va pas crier sur tous les toits. Juste travaille et puis ça va payer, tu vois. Mais et moi, je trouve que pour le moment, ça a marché, tu vois. Je suis toujours resté dans mes idées. Peut-être que ça aurait changé beaucoup de choses, mais voilà, j'ai pas de regrets. Généralement, on a une vision assez fantasmée de la boxe, mais la réalité est totalement différente. Est-ce que tu peux nous dire pour toi qu'est-ce que ça représente aujourd'hui la boxe? Le problème du regard extérieur sur la boxe, c'est que, on va dire, sur les 20 dernières années, tous les ans, dans le top 10 des sportifs les mieux payés au monde, il y a des boxeurs. Il y a des boxeurs qui prennent des centaines de millions d'euros par an. Et les gens fantasment là-dessus parce qu'ils se disent tous « Putain, lui, il est boxeur. » Bah, moi, je parle pour moi. Hein. Lui, il est boxeur. Il est dans le top 10 mondial. Il doit peser des millions. Ça doit être un truc. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est qu'une infime partie des boxeurs qui prennent des millions. Et nous, on mange des cailloux. Et c'est la réalité des choses. Ça a toujours été. C'est comme un patron avec ses salariés, tout ça. Donc, faut arrêter de voir les boxeurs comme des gros durs à cuire aussi, parce que c'est pas parce que tu sais bien boxer sur un ring qu'en dehors, t'es un tueur à gages. Ça n'a rien à voir. Il y a le monde de la boxe et le monde hors boxe. Donc voilà, on n'est pas des blindés. Il y a des personnes qui se montrent en paraissant blindés qu'ils ne sont pas du tout pour attirer l'œil, mais voilà, faut rester les pieds sur terre et faut fantasmer sur personne. La boxe, c'est un beau sport, c'est un sport très compliqué et si c'était à refaire, je le referais pas, par exemple. Et est-ce que tu le conseillerais en fait à d'autres jeunes comme toi qui ont découvert la boxe très jeunes de se lancer? Souvent, j'ai des parents qui viennent me voir où leurs enfants veulent faire de la boxe ou les mettre dans quelle salle. Moi, je leur dis, en première, change de sport. Change de sport direct, parce que c'est un sport très ingrat, très très dur. Maintenant, à côté de ça, ça t'apporte des vraies valeurs. Déjà, c'est un sport individuel, mais quand tu veux percer, c'est hyper dur. C'est très très dur. Ça veut dire que tu peux faire 10 combats, 15 combats très durs pour monter. Un seul combat, tu le perds, tu redescends aux oubliettes direct. Et comme je te dis, il y a le régime aussi. Et presque personne sur Terre connaît vraiment la dureté du régime. Parce que j'ai des amis, il faut que je perde 3-4 kilos. Ils arrivent à les perdre, ils disent, ouais, c'est pas dur. Mais parce que c'est toi qui le désires. Nous, on le désire pas. D'un seul coup, on dit, paf, faut perdre 10 kilos. Et moi, en temps normal, je suis pas un gros mangeur. Dès que je suis au régime, je vois un burger passer devant moi, tu vrilles. Je dis, putain, il me le faut. Alors qu'en vérité, t'en veux pas, mais dès que c'est interdit, t'as envie de le faire. Et c'est ça qui est dur. Donc non, c'est pour ça que mon fils aussi, je l'ai éloigné de tout ça. Après, si dans 2-3 ans, il a vraiment envie de faire ça, je vais pas l'interdire, mais j'irai pas dans son sens en tout cas. Maintenant, voilà, c'est un très beau sport, mais le pour et le contre, pour moi, il y a plus de contre. Donc on voit que la boxe, du coup, c'est un univers assez particulier. Surtout, tu parlais des régimes, des pesées, etc. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ça se passe et si tu as une petite anecdote à nous raconter? Ouais, sur les régimes, c'est la misère un peu parce que en amateur, c'est différent où on va dire tu te pèses le jour du combat. Donc on va dire si tu te promènes à 68-69 kilos, tu vas boxer dans la catégorie des 67. Juste un peu en dessous, tu perds un peu de poids pour
Alors que quand t'es pro, tu te pèses la veille au soir ou la veille pour les gros combats au matin. Donc là, t'as 24 à 36 heures devant toi pour récupérer. Donc on perd dans 24 heures des 4-5 kilos, voire des fois plus. Et sur au cours de la préparation, moi je perds 13 kilos, à peu près 12-13 kilos, toute la prépa. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais t'es obligé parce que tout le monde le fait. Donc tu te ferais massacrer si tu boxais dans ton poids de forme. Donc voilà, les gens ont du mal un peu à comprendre ce système. Dire pourquoi perdre du poids pour reprendre du poids pour le combat. Mais tout le monde fait ça. C'est-à-dire que moi, je perds 5 kilos en 24 heures. Je me pèse à 66. Et le lendemain soir, je suis à 72, 73 sur le ring. Mais mon adversaire, il fait pareil. C'est-à-dire que si moi, je fais pas pareil, il va faire 6 ou 7 kilos de plus que moi sur le ring. Donc physiquement, il va me découper. Ne serait-ce qu'un kilo par rapport à l'adversaire, c'est énorme. Donc 7 kilos, c'est... Mais les gens qui pratiquent pas la boxe ne peuvent pas le savoir. Donc voilà, et les anecdotes au poids, j'en ai beaucoup. Hein. Ça m'est arrivé une fois en équipe de France, non, en championnat de France. En demi-finale, je faisais des gros régimes parce que à l'époque, j'étais à 69 kilos et l'année d'après, j'étais passé à 64. Donc, il fallait perdre 5 kilos. Et la veille, on se pesait le matin pour le soir. Et la veille, je me pèse dans ma chambre d'hôtel et il me reste 200 grammes à perdre. Donc, je me dis, tiens, je vais dormir en pantalon, pull. Et les 200 grammes, je vais les perdre tranquille, tu vois. Et je me dis, je me prépare une bouteille d'eau pour après la peser. Parce que j'avais pas bu depuis 4-5 heures déjà de l'après-midi. Le matin, mon entraîneur il me réveille et je regarde la bouteille d'eau, je vois elle est vide. Une bouteille d'1,5 litre. Je dis putain de merde, j'ai pas le souvenir de l'avoir picolé celle-là. Tac. Donc mon entraîneur il me ramène la balance, je me pèse 1,4 kg ou 1,5 kg au-dessus. Je dirais que je dis putain. Et du coup, courir dans un vestiaire de 15 mètres pendant 1 heure et demie, là, couvert, pour perdre. Sinon, je boxais pas, tu vois. Et c'est des trucs, je te dis, ça te fait. Même quand t'es au régime, tu dors la nuit, tu rêves de burgers, tu rêves de raclette, de pizza. C'est compliqué, mais plus c'est dur, plus c'est beau. C'est vrai. On voit que tu es très humble, franchement. Et aujourd'hui, être humble, c'est une valeur qui est souvent oubliée. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'être humble ? Parce que j'essaye... c'est pas que je suis humble, c'est que j'essaye d'être normal, en fait. Déjà, j'ai envie de montrer l'exemple à mes enfants. Une belle image. J'ai pas envie qu'ils voient des vidéos ou des photos ou des paroles de moi qui n'est pas de moi, en fait. En fait, j'ai envie qu'on voit le David de tous les jours, comme dans la boxe, c'est le même. Je change pas quand je suis boxeur, je change pas quand je suis dans la vie de tous les jours. Voilà, il y a pas de star, il y a pas de super sportif. Je suis une personne lambda. J'ai réussi dans la boxe parce que voilà, j'ai jamais rien lâché depuis 30 ans et je pense que toute personne qui se met en tête un objectif pendant 30 ans va sûrement le réussir, en fait. Et voilà, moi, c'est vraiment mentalement où j'ai réussi. Mais pour moi, ce que je pratique en boxe, il n'y a rien d'exceptionnel. Parce que ça fait 30 ans que je pratique ce sport. Si j'arrive pas à faire ce que je fais aujourd'hui, j'aurais dû arrêter il y a 25 ans, tu vois. Ça sert à rien de péter plus haut que son cul, tu vois. Il y a pas de star, même si demain tu croises, je sais pas moi, Ronaldo dans la rue, il est meilleur que toi au foot, mais ça se peut que c'est pas une meilleure personne que toi, tu vois. Il a rien de plus que toi. Faut arrêter de se sous-estimer par rapport aux autres. Faut pas se surestimer, mais faut pas se sous-estimer, tu vois. Faut être soi-même et puis surtout ne pas avoir de regrets.
Donc, t'es pas trop, en fait, pour les personnes qui flambent, on va dire. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'agace dans la société actuelle, en général? C'est pas que je sais pas, c'est pas que j'aime pas les personnes qui flambent, c'est que il y a des personnes qui vont flamber, mais dans le sens où ils vont prendre une vidéo, ils vont mettre en valeur leur Rolex, tu vois, par exemple, mais ils sont pas blindés, ces gens-là. Donc pourquoi tu montes ta Rolex? C'est pour paraître blindé, si tu la montres. Mais tu l'es pas, donc c'est quoi l'intérêt de paraître blindé, en fait? Il y a pas dans ta vidéo, déjà, elle est bizarre. Tu montres un truc, tu veux juste qu'on vienne te parler parce que t'as une Rolex, mais donc tu vois le calcul des gens. En même temps, ouais, t'as pas de Rolex et tu peux être heureux dans ta vie, tu vois. T'as pas. Il y a des personnes qui ont toujours vécu en appartement ou dans des HLM et qui sont 1000 fois plus heureux que des mecs qui vivent dans des maisons de 300 mètres carrés avec une piscine, tu vois. Donc arrêtez de vouloir montrer les choses maintenant, c'est vraiment les réseaux, tu vois. Ou dans la rue. Le mec, tu vas lui parler, il va remonter express à manche pour dire ah, t'as la belle montre. Mais ça se peut que t'as fait un crédit sur 5 ans pour obtenir cette montre. Et il y en a qui n'ont pas besoin de ça, tu vois. Donc faut. Ouais, maintenant, on est vraiment dans l'ère des réseaux où c'est le m'as-tu vu. Toujours, ouais, si j'ai une belle voiture, les gens, ils vont me parler. Et si t'as pas une belle voiture, ils vont pas te parler. Mais du coup, c'est mieux s'ils te parlent pas parce que ces personnes-là, c'est pas des personnes intéressantes. Ils vont te parler que parce que t'as une belle voiture. Donc c'est tant mieux de pas avoir une belle voiture. Au moins, ça t'éloigne de ces mauvaises personnes. Donc voilà, moi, c'est pour ça que je vis éloigné de tout ça parce que ça te rapporte que des soucis un peu dans la tête. Et donc, tu parles un peu de cette ère des réseaux qui est vraiment commun à nous, notre génération dans sa globalité. Mm-hmm. Est-ce que quand tu as commencé la boxe aussi, les réseaux, c'était très présent ou un peu moins? Non, carrément moins. C'était pas. Moi, j'ai connu la génération où, en termes de boxe, on va dire les télés, Canal+, il y avait un Bein, il y avait Eurosport à l'époque, l'équipe aussi. Ils cherchaient des pépites en boxe, tu vois, partout en France. Ils trouvaient une pépite, ils disaient celle-là, faut qu'on la fasse connaître du grand public et il va exploser parce qu'il est fort, il a la belle gueule, il a le style, tout, tu vois. Maintenant, on a complètement inversé les choses. C'est que les télés, elles cherchent des boxeurs qui sont très connus sur les réseaux, pardon, pour les faire boxer, pour que la télé se fasse connaître ou ait des vues. Ça veut dire qu'on a complètement inversé le truc. Et ça veut dire que moi, quand par exemple j'ai boxé Bilal Shkitou, c'est RMC Sport, ils sont venus que parce qu'il était là. Et les gens, quand ils me voyaient, en gros, je voyais bien dans leurs paroles qu'ils disaient ouais, c'est chaud, David, toi tu boxes Shkitou, truc de fou, il est archi chaud. Mais les gens ne le connaissaient même pas dans sa boxe. C'est juste, ils tapaient Instagram, ils voyaient 200 ou 300 000 followers. Ils disaient, ah ouais, bah si lui il a 300 000 followers, ça doit être un tueur à gages. Mais ça veut rien dire. C'est pas parce que lui il a 3 millions ou 15 millions. C'est pas les followers qui font le boxeur. Mais je parle de boxe, mais je parle sur tous les domaines. C'est pas parce que t'as un tennisman qui a 300 millions de followers que c'est le meilleur. Et je voyais bien, les gens ils me parlaient. Je dis, mais tu l'as déjà vu boxer? Non. Je dis, pourquoi tu me dis qu'il va me tuer alors? Quelqu'un qui connaît la boxe, il peut dire ouais, ça va être chaud. Mais le mec qui connaît rien à la boxe, et il est en train de te dire ouais, c'est chaud parce que j'ai vu sur ses réseaux, c'est le pote à Booba, c'est le pote à tel, mais ça peut être le pote à Obama, c'est pas pour ça que c'est le meilleur en boxe, tu vois. Et c'est là que tu vois que ça part en sucette. Les gens, en fait, ils sont trop influençables. Mais après, moi, j'en parle dans la boxe parce que c'est mon domaine, mais je pense que c'est dans tous les domaines pareil. On sort un peu de la boxe. Tu es fan de Liverpool FC. Pourquoi ce club? Liverpool, parce que déjà, j'ai toujours aimé le foot. J'ai
toujours regardé le foot et, comme je t'ai dit, jamais de boxe, ou très rarement. Et voilà, à l'époque, j'avais 13 ans, je crois, ou 12 ans, on m'avait offert le maillot de Liverpool. Et voilà, je me suis intéressé à eux et depuis, j'ai toujours été un vrai fan de Liverpool. Est-ce qu'il y a un joueur ou une mentalité qui t'inspire? Bah, j'aime bien les personnes comme le style Zidane un peu, où il est un peu... moi, je me revois un peu dans lui, dans le sens où on n'entend jamais parler de lui. Zidane, il n'y a jamais eu de grosses publications bizarres sur lui. Et c'est vraiment le style, quand il parle, quand il dit quelque chose, tu l'écoutes parce que il n'est pas là à parler tous les 4 matins ou à raconter de la merde. Mais sinon, j'avais bien aimé le reportage sur Mbappé avec, je crois que c'était sur Click, si je te dis pas de bêtises, sur Canal, où il explique que il aimerait le temps d'une journée échanger sa vie avec une personne lambda où tu peux aller boire un café en terrasse et tranquille. Et en fait, tu vois que tout le monde, tous les joueurs de foot veulent être Mbappé, et tu t'entends Mbappé dire « moi j'aimerais être comme tous les joueurs de foot ». Et c'est là en fait tu te poses les bonnes questions, parce que boire un café en terrasse, lui il peut pas le faire. Donc c'est incroyable en fait. Et lui et toi, tu te dis j'aimerais trop être Mbappé, et lui en fait il te le dit, faut pas être comme moi parce que c'est la merde, tu peux pas emmener tes enfants à l'école, tu peux pas aller faire les magasins, tous les trucs, un truc banal tu peux même pas le faire. Donc c'est pour ça que moi personnellement sa vie j'en veux pas, tu vois. Est-ce que par rapport à ça, du coup, toi, tu te dis un peu tant mieux que je sois resté dans l'ombre? Ah, moi, carrément, moi, ça me va très très bien. Franchement, moi, ça me va super bien dans le sens, pour moi déjà, et même pour mon entourage. Pour moi, déjà, ici, on est une ville ou une région de boxe, où avec la soucoupe, il y a toujours eu de la boxe, et tout le monde, on va dire, connaît les boxeurs. Et quand ma famille, souvent, ils vont dire leur nom de famille, ils vont dire ah bah vous êtes la mère du boxeur, ou la femme ou le fils. Et mais un truc comme être connu comme Mbappé, ça doit être horrible. C'est-à-dire que tu fais une connerie, ça se répercute sur toi, mais sur toute ta famille. Tu dis de la merde à la télé, pareil, tu vois. Donc en fait, t'impliques tout le monde autour de toi. Donc, et moi, j'ai jamais voulu impliquer tout le monde. Je fais de la boxe, donc certes, ça les implique parce que mes parents, ils voient leur fils se faire taper dessus, tu vois, quand même. Donc mais je les implique pas dans la vie de tous les jours. Tant qu'il n'y a pas de combat, tu vois, ils ont pas de soucis à se faire, ils sont pas stressés, et on leur parle pas de moi, tu vois. Et avec ton parcours, ton expérience, qu'est-ce que tu aimerais nous transmettre ou transmettre aujourd'hui? À chaque fois, ce que j'explique aux jeunes qui débutent la boxe, je leur dis, surtout la boxe ou autre, hein, ne pas avoir de regrets. Si tu as envie de faire ça, fais-le. Voilà, faut rien lâcher, il faut travailler en fait. Et pour moi, il y a que le travail qui paye. Souvent, on dit il y a le talent, mais le travail, ça bat le talent. Donc après, pour être, on va dire, des ovnis un peu comme Messi, Ronaldo, Mike Tyson, faut le talent et le travail. Mais quelqu'un de talentueux qui travaille pas, il ira toujours moins loin que quelqu'un qui travaille, qui est pas talentueux. Donc voilà, faut pas avoir de regrets, faut rien lâcher. Et moi, ça a été un peu ma devise pour toujours. Toi. Quand j'ai un truc en tête, peu importe les choses que je vais rater, si je l'ai en tête, faut que j'arrive à l'avoir. Donc merci pour cet échange. On va passer aux questions des internautes. Donc Okay. je vais te laisser prendre les petites fiches à ta droite.
Et voilà. Gauche. Ah. C'est pas gauche. Je les lis maintenant ou non? Oui. C'est quoi le combat qui t'a le plus marqué mentalement? C'était le combat dans... Il y en a plusieurs, mais vraiment ce combat-là, c'était dans un chapiteau à Guérande. Et on était en 2021, mais il y avait encore les périodes de Covid. Et on avait voulu obtenir la soucoupe, c'était compliqué avec mon passé sur le club de Saint-Nazaire. Donc il nous fallait une grosse salle, sauf qu'à part la soucoupe dans le coin, il n'y a rien. Et en plein Covid, on galérait, on cherchait. Et mes promoteurs, ils disent, c'est des personnes du voyage, et ils se disent, on va faire venir un chapiteau. On avait déjà fait ça à Luna Park à Guérande, à faire venir un chapiteau. On avait fait 2 fois un chapiteau. Une fois à Luna Park et une fois dans le cirque Zavata avec les lions et tout autour. Et là, il dit, on va refaire un chapiteau, mais de 4000 personnes. En plein couvre-feu et tout. Je dis, ouais. Et puis, je dis, ouais, on fait. Donc, ils organisent ça, un truc... même la veille, on pensait que ça allait jamais se faire, quoi. Couvre-feu 23h. Il y a eu plein d'histoires. Moi, mon combat, il a commencé après 23h. Il a fallu des dérogations, des trucs. Et quand on reparle avec tout le monde autour, tout le monde se rappelle de ce moment-là, parce que les personnes, ça faisait 2-3 mois que personne s'était vu, personne sortait, ni rien. Et là, c'était le premier truc où tout le monde était ensemble. Il demandait une place sur 2, place assise. Tout le monde était collé. Et les masques, personne n'en avait. C'était vrai. En fait, tout le monde avait oublié le Covid le temps d'une soirée. Et sur ça, c'était exceptionnel, tu vois. Tout le monde se souvient de cette soirée-là. Ça, là, je savais qu'elle allait venir. Tu vis bien financièrement de la boxe aujourd'hui. Ça, là, je savais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens, ils fantasment sur Mayweather, sur Joshua et tout, parce qu'ils prennent 50, 100 millions par combat. Tu vis bien. Concrètement, aujourd'hui, après, c'est pareil. Pour la boxe, tout dépend de ton niveau. Tout dépend des sponsors, des télés, et combien de combats tu vas faire. Moi, quelqu'un comme moi, j'ai pas de réel sponsor, j'en cherche pas. En fait, tous les sponsors, ils vont à mes promoteurs pour organiser au Zénith quand ils organisent. Mais si t'as pas de sponsor comme moi à l'heure actuelle, réellement, s'il y a pas de combat, je gagne pas un euro. C'est pas comme au foot. Même des fois pendant 15 jours ils jouent pas, à la fin du mois ils ont leur salaire, ou s'ils sont blessés. Quand j'ai commencé à me poser des questions, par exemple, c'est avec le Covid. Avant le Covid, j'étais aux États-Unis pour boxer, ça se passait relativement bien, tu vois, plusieurs combats. Et quand je suis arrivé pour le Covid, plus de combats, plus d'entraînement, plus d'argent et pas de combat. Et je travaillais pas à ce temps-là. Et là, je venais juste d'avoir mon petit. Il était né il est né 1 an avant le Covid. Et là, tu le regardes, tu dis putain de merde, ça fait 25 ans que je boxe, 22 ans. Tout ça pour là, et je peux même pas si ça continue, je vais même pas pouvoir lui payer de biberon. Donc, c'est là que tu réfléchis, toi, tu te dis putain, c'est chaud. Et donc, ouais, tu vis bien financièrement. Ouais, si je boxe... si à l'heure actuelle, je travaillais pas, je pourrais vivre de la boxe normalement, on va dire. Mais si demain, j'arrête la boxe, j'aurais rien économisé pour plus tard. Demain, Mbappé, il arrête le foot. Son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils, ils vont bien vivre. Moi, je suis obligé de travailler à côté après. Donc si demain j'arrête la boxe, je suis obligé de travailler. C'est pour ça que depuis 3-4 ans, je me suis mis en tête que la boxe, c'est pas ça qu'allait nourrir la famille.
Et j'ai trouvé un boulot à côté. Donc ça, en fait, la boxe, c'est du plus. Après, des fois, il y a des belles sommes, c'est sûr, mais c'est du plus. Et quand tu parles de monnaie, par exemple, les gens, ils oublient beaucoup de choses. C'est que nous, c'est un sport individuel. Ça veut dire que si je fais un combat à 100 000 euros demain, je vais pas avoir 100 000 euros sur mon compte. Ils vont où? Et ils vont où? Ils vont aux impôts. Faut que je paye l'entraîneur, faut que je paye le cutman, faut que je paye le préparateur physique, faut que je paye tout ça. À la fin, sur les 100 000 euros, il va me rester 35. Donc, tu vois, si les gens ils vont regarder, admettons sur le journal, si ça sort, ils vont dire ouais, énorme combat pour Papo, il va être blindé, il va prendre 100 000 euros. Non, non. Sur le combat, je vais toucher 100 000. Mais à la fin, faut voir combien il te reste, tu vois. C'est comme quand tu tiens une affaire, tu as le chiffre d'affaires et le bénéfice. Moi, le chiffre d'affaires, c'est de 100 000 euros, admettons, mais le bénéfice, demain, c'est 35. Et est-ce que 35 000 euros pendant un combat par an, pendant 3 ans, quand j'arrête, j'ai rien de côté, tu vois. Faut vivre à côté. Tu payes la maison, les voitures, les bordels. Donc, c'est ça. Quand tu prends 25 millions d'euros par combat et qu'on t'en prend 12, ça va, parce qu'il t'en reste 13. Mais là, c'est différent. Donc, faut que tout le monde comprenne les choses. C'est pas un sport collectif, c'est pas un club, c'est différent. Donc, tu vis bien financièrement. Je vis mieux grâce à mon boulot qu'à la boxe. Ah oui. Voilà. Ça, c'est... Et à la fin du mois, même, je suis sûr d'être payé au boulot. À la boxe, si j'ai pas de combat, je sais que je vais pas être payé, tu vois. Tu conseillerais la boxe à ton enfant? Eh ben non. Pas à mon fils et pas à ma fille non plus. Parce que c'est un sport, comme je te l'ai expliqué, hyper compliqué, hyper ingrat. Je vais être vulgaire un peu, mais en plus d'être un sport dur, c'est un monde d'enculés. Tu vois, les gens, ils veulent pas toujours, bien souvent, ils veulent pas ton bien. Et par-dessus ça, c'est un sport dangereux. Ça veut dire que demain, quand t'es mal géré, par exemple, si t'es mal géré pour, comme je t'ai dit, du badminton, du ping-pong et tout, il n'y a pas de gravité derrière. Tu perds un match, t'es moins bon ou t'as mal été entraîné. Nous, en boxe, c'est hyper dangereux. Ça veut dire que ton entraîneur, il a un peu ta vie entre ses mains, tu vois. Et en tant que père, je pourrais pas laisser mon enfant entre les mains d'un entraîneur qui est bon à rien. Donc, et il y a beaucoup de bons à rien dans la boxe, en termes d'entraîneur. Donc c'est pour ça que je ne conseillerais pas la boxe à mes petits. Est-ce que tu penses à l'après-carrière? Putain, je pense qu'à ça. Je pense qu'à ça. Mais faut faire attention aussi à ça, tu vois, parce que j'ai grave envie de voir ce que va devenir un peu ma vie le jour où j'aurai vraiment dit stop à la boxe. Mais faut faire attention parce que grâce à ma vie de boxeur depuis beaucoup d'années, j'ai côtoyé beaucoup de personnes qui ont mal vécu leur après-carrière. J'ai connu des suicides, des gens qui ont connu la gloire un peu de leurs belles années, tu vois, et qui repassent dans l'ombre après. Et c'est là l'envers du décor. Ça veut dire que pendant 4-5 ans, ils sont arrêtés dans la rue, ils sont idolâtrés un peu, et le jour qu'ils arrêtent, plus personne ne te connaît. Et ça, c'est la réalité des choses. Ça veut dire que les gens vont fantasmer, comme tu disais, sur toi quand t'es boxeur, mais le jour que tu mets un terme à ta carrière, tu vas les croiser dans la rue, ils vont pas te reconnaître. Hein. Ils vont dire, oh lui, ouais, à l'époque il était bon en boxe, mais ils vont pas venir te serrer la main. Si demain
t'es un SDF, ils vont pas venir te donner de thunes, ils vont te zapper, comme dans la vie de tous les jours. Donc, ouais, je pense à l'après-carrière, mais faut pas qu'elle arrive trop tôt et faut pas qu'elle arrive trop tard, tu vois. Faut le bon timing. Mais elle arrive très vite, là. Comment s'est faite la connexion avec Saladin Parnasse? Saladin Parnasse, c'est... je sais pas si tu connais, c'est un boxeur de MMA. Hyper coté sur les réseaux. Et très, très fort. Et il a toujours fait de la boxe anglaise pour s'entraîner au MMA. Et il avait été défié plus ou moins par un boxeur parce qu'il y a beaucoup ça aux États-Unis, les mecs du MMA qui viennent en boxe anglaise pour toucher beaucoup d'argent. Et là, ça avait un peu échangé avec un autre boxeur. Et du coup, ça s'est pas fait. Il boxe un autre, un vrai boxeur quand même. Il se met à la boxe anglaise, Parnasse, et il boxe un gaucher. Et moi, il s'avère que je suis gaucher. Et il m'appelle, il rentre en contact avec moi, tu vois. Salut David, nanana. Est-ce que ça t'intéresserait pour faire des sparring, tu vois? Des sparring, c'est un combat en entraînement. Plus ou moins en situation de vrai combat. Et lui, tu vois, lui, on peut dire vraiment c'est une star. Parce que l'un des plus connus au MMA en France. Et je lui dis, ouais, carrément. Il me dit, ouais, dis-moi quand. Je dis mercredi. Paf. Ok, je viens tout de suite. Mercredi prochain, je serai là à Cambon avec mon entraîneur. Et je dis, putain, le mec, il a 6 ou 700 000 abonnés. Je lui réponds à un message et paf, il vient direct. Il aurait pu se dire, ouais, déplace-toi, même si c'est moi le boxeur et lui, c'est un mec du MMA, tu vois, mais il aurait pu avoir la grosse tête en disant, ouais, prends le train et puis viens, on va mettre les gants. Et non, c'est lui, il est venu avec sa voiture, il a conduit. Et voilà, on est rentré en relation comme ça. Et en fait, quand il rentre en contact avec moi, nous, on est en négociation pour l'Australie à cette époque. Et quand mon adversaire, c'était un gaucher. Et Parnasse est gaucher. Donc en fait, tout s'est déroulé comme prévu. On a mis les gants ensemble, ça s'est hyper bien passé. Et voilà, on a continué à s'entraîner ensemble pour sa prépa et pour la mienne. Et c'est un mec en or, franchement, il est pas du tout... comme dans la vie de tous les jours, tu vois, il se prend pas la tête, il joue pas la star. Et voilà, lui, il a pas percé en ouvrant sa gueule sur les réseaux. Donc ouais, c'est une très très bonne personne. Selon toi, c'est quoi le plus difficile entre un footing intense et faire des exercices de mise en forme? Moi qui aime pas trop courir, je vais dire que c'est un footing intense. Hein. Parce que je trouve que courir, je suis pas très bon là-dedans. Et maintenant, ça m'embête un peu moins, tu vois, mais je suis pas fan de la course non plus. Donc voilà, on va dire que c'est ça le plus difficile. Est-ce que ta boxe pourrait évoluer pour être plus spectaculaire? Oui. Ça l'a été un peu mon dernier combat en Australie où j'étais à l'extérieur et quand je suis à la maison, quand tu boxes à la maison, tu sais que t'as toujours, t'es un peu dans ton cocon un peu, tu vois. T'es chez toi. Quand là, tu vas à l'extérieur, c'est différent. Faut en faire plus. T'es chez l'adversaire. Dans la boxe, il y a beaucoup d'histoires de vol. Ça veut dire que tu gagnes le combat, mais ils mettent l'autre vainqueur. Donc, il y a beaucoup d'histoires. Mais après, être plus spectaculaire, c'est bien. Mais qui dit plus spectaculaire, ça veut dire que tu prends plus de risques. Plus de risques, tu prends plus de coups. Et plus de coups, c'est pas les spectateurs qui vont venir te soigner si tu deviens fou, tu vois. Donc ouais, j'essaye de... Spectaculaire, c'est bien, mais j'essaye surtout de pas finir trop abîmé.
Pourquoi tu n'es pas plus médiatisé? C'est un choix, comme on en a parlé, tu vois. C'est que c'est un choix, mais c'est aussi un choix des médias parce qu'on vit pas en région parisienne. Et nous, on est... Pour les gens de Paris, on est des campagnards. Hein. Pour de vrai, quand j'ai boxé chez Kitou, ils sont venus faire un reportage ici, de l'ombre à la lumière. Ça veut dire, lui, c'était la lumière et moi, j'étais l'ombre, tu vois. Et ça leur allait très bien. En gros, c'est... Ouais, l'autre Saint-Nazaire, c'est quoi cette ville, tu vois? Ils connaissent cette ville qu'avec les chantiers. Il n'y a pas de boxeurs là-bas. Et lui, il s'entraînait à Hollywood, Las Vegas, tout ça. Et voilà, mais c'est comme ça, c'est... À un moment de temps, faut pas essayer de forcer le dessin, tu vois. Et tac, ouais, c'est bon. Oui. Donc merci beaucoup. Ce qui est fort dans ton parcours, c'est que t'as jamais cherché à en faire trop. T'as pas cherché à briller plus que nécessaire, t'as cherché à être juste. Dans un monde où tout va vite, où tout doit se voir, se montrer, toi, t'as choisi de construire en silence. Et au final, ça pose une vraie question. Est-ce que réussir, c'est être vu par tout le monde ou être respecté par ceux qui savent? Merci beaucoup. Merci à toi.